Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un ouvrage qui a fait pas mal de bruit, Ce que veulent les Français de Jordan Bardella. C'est un livre qui est construit un peu comme une galerie de portraits, une série de témoignages qui, d'après l'auteur, cherche à dépeindre une France qu'on entend assez peu. Absolument. Et la question centrale, je pense, celle qui va guider notre discussion, elle est assez simple au fond. Est-ce qu'on est face à un véritable document sociologique, une sorte de grand reportage qui donne la parole à des Français qu'on aurait oubliés, ou bien est-ce que c'est d'abord un objet de politique, un manifeste qui en fait instrumentalise ces histoires personnelles pour servir un agenda qui est déjà bien défini? C'est exactement ça. Et pour ma part, je vais défendre l'idée que ce livre est un document précieux. Précieux justement parce qu'il met en lumière de manière assez brute, assez authentique, des fractures et des angoisses qui sont bien réelles pour une grande partie de la population. Et moi, je proposerais une lecture assez différente. Je pense au contraire que c'est une construction politique très très habile, où le choix des témoins et la façon de raconter leur histoire servent avant tout à valider une thèse politique précise, bien plus qu'à refléter toute la complexité de la société française. Pour moi, l'intérêt premier de ce livre, c'est vraiment de donner une voix à ce que l'auteur appelle lui-même la France qui travaille, humble et silencieuse. C'est une démarche, je trouve, qui se distingue un peu des essais politiques habituels. Au lieu de s'appuyer sur des statistiques, des analyses abstraites, il part de récits de vie, d'histoires concrètes. On rencontre par exemple Bernard, ce pêcheur de Sète qui voit son métier disparaître sous le poids de normes qu'il trouve absurdes, ou alors Olivier, le boulanger de Prouilly, qui est au bord de la faillite à cause de la hausse des prix de l'énergie. Ces histoires, ce ne sont pas juste des anecdotes. Elles incarnent une vraie fracture, un fossé qui se creuse entre le quotidien de millions de gens, les fins de mois difficiles, la peur du déclassement, l'insécurité, et puis les discours des élites qui leur paraissent souvent très très lointains. L'auteur, lui, choisit de se mettre en retrait, de se présenter comme un simple porte-voix de cette colère sourde. Et c'est ça qui donne à l'ouvrage cet aspect de journal intime d'un pays. Alors là, j'ai une lecture qui est vraiment à l'opposé. Vous dites que l'auteur se met en retrait, mais moi, je le vois omniprésent. Pour moi, sous cette apparence de grand reportage, on a surtout un outil politique redoutablement efficace. D'abord, la sélection des témoins n'a rien d'innocent, prenez la liste. Un pêcheur, un agriculteur, un restaurateur, une magistrate, un policier. Sans exception, ils incarnent tous une France qui souffre, une France en crise, et leur diagnostic personnel colle comme par hasard au diagnostic politique de l'auteur. Il n'y a aucune voix dissonante qui viendrait compliquer un peu le tableau. Et puis le commentaire de l'auteur est tout sauf neutre. Il encadre, il interprète, il guide la lecture en permanence. L'exemple le plus flagrant, c'est le témoignage de François, l'agriculteur. Son histoire débouche sur un très long développement de l'auteur contre les traités de libre-échange européens comme le Mercosur. Le récit personnel devient en fait une rampe de lancement pour un discours politique très orienté. Au final, le livre dessine une opposition presque manichéenne. D'un côté, le peuple, authentique et travailleur, de l'autre, un système abstrait, l'État, Bruxelles, présenté comme déconnecté, voire nuisible. C'est une rhétorique populiste assez classique et on est très loin d'une analyse sociologique nuancée. Le titre même, Ce que veulent les Français, est une affirmation politique. Il ne s'agit pas d'explorer la diversité de ce qu'ils veulent, mais bien d'affirmer voilà ce qu'ils veulent. Et ça correspond à mon projet. Je comprends l'argument d'orientation, mais je ne suis pas sûr que ça invalide toute la démarche. La force de ces portraits, elle réside d'abord dans leur authenticité. Quand on lit le témoignage de Pascal, cette magistrate qui décrit un système judiciaire à bout de souffle, où elle doit trouver des alternatives à la prison faute de place, on touche du doigt une réalité extrêmement concrète. On ne peut pas juste balayer ça en disant c'est de la politique. Mais est-ce que cette authenticité n'est pas justement instrumentalisée? Prenons un autre exemple, peut-être le plus fort du livre. Mathieu, ce policier de la BRI qui est entré au Bataclan. Il raconte l'horreur avec une sobriété, une pudeur qui est absolument glaçante. C'est du vécu, c'est brut. Ce que fait l'auteur, c'est donner une caisse de résonance à ses parcours, à cette vérité française, comme il dit, que beaucoup de gens ressentent. Sans ce livre, ces voix resteraient peut-être invisibles. Il y a une valeur à ça, non? C'est un argument fort et je ne nie absolument pas la puissance de ces témoignages. Le vécu de ce policier ou de cette magistrate est indiscutable. La question n'est pas là. La question c'est, l'auteur est-il un simple relais? Vous disiez qu'il se mettait en retrait, mais le récit est constamment cadré, interprété. Prenons l'histoire de Bernard, le pêcheur à Sète. C'est un récit touchant. Mais
Comment se termine le chapitre? Il se conclut par cette phrase de l'auteur: un pays qui n'a plus de pêcheurs n'est plus un pays souverain. Pardon, mais ça, ce n'est pas la conclusion de Bernard, c'est la conclusion de Jordan Bardella. Il plaque sa propre grille de lecture, son idéologie souverainiste, sur un témoignage personnel. L'authenticité du vécu est là, je vous l'accorde, mais elle est aussitôt canalisée, récupérée, pour servir une thèse politique qui est déjà écrite. Mais n'est-ce pas justement le rôle d'un auteur politique? De relier l'individuel au collectif? De donner un sens plus large à des expériences personnelles? Il n'invente pas les problèmes, il les met en perspective. La colère de François, l'agriculteur, contre ce qu'il appelle le monstre normatif, elle est bien réelle. Des milliers d'agriculteurs la partagent. Que l'auteur cherche ensuite à identifier les racines du problème en pointant par exemple certaines directives de Bruxelles, pour moi ce n'est pas de l'instrumentalisation, c'est de l'analyse politique. Il donne des clés de compréhension à des lecteurs qui se reconnaissent dans ce sentiment d'impuissance. Je vois la distinction, mais cette analyse politique mène à un portrait de la France qui me semble incroyablement partiel, pour ne pas dire partial. Le livre dépeint une France très spécifique, presque mythifiée. Une France rurale, artisanale. Les héros sont des pêcheurs, des agriculteurs, des soldats. C'est une imagerie très puissante, très respectable, mais terriblement incomplète. Où sont les employés du tertiaire, les ingénieurs, les cadres, les habitants des métropoles qui ont peut-être une vision radicalement différente de la mondialisation ou de l'Europe? Où est la France qui innove, qui se sent à l'aise dans le monde? On a l'impression d'un casting très très sélectif qui met en scène la France que l'auteur veut défendre et qui ignore un peu les autres. Je crois que cette intention est claire, et même assumée. L'objectif, c'est de parler de la France qui se sent oubliée, la fameuse France qui travaille, humble et silencieuse. Il ne prétend pas faire une étude de l'INSEE. Et puis, je ne suis pas tout à fait d'accord quand vous dites qu'il se limite à la France rurale. Le livre nous présente aussi Corrado, un restaurateur parisien, ou Elisa, une jeune enseignante en banlieue. Leur récit montre justement que les difficultés liées au travail qui ne paye plus, à l'insécurité, elles ne sont pas l'apanage des campagnes, elles traversent toute la société. C'est vrai, il y a ces personnages urbains, mais ce qui me frappe, c'est que même leurs témoignages convergent tous systématiquement vers le même diagnostic de déclin. Corrado, le restaurateur, déplore un Paris devenu sale, où les gens sont plus agressifs. Elisa, l'enseignante, décrit une école où l'autorité s'effondre. Cette convergence parfaite de tous les témoignages, qu'ils viennent d'un village du Loiret ou du cœur de Paris, vers la même conclusion anxiogène, nous trouvez-vous pas ça un peu suspect? Une véritable exploration sociologique trouverait de la nuance, des contradictions. Ici, tout le monde chante la même partition. Pour moi, ça trahit une très forte intentionnalité de l'auteur. Il ne s'agit pas d'explorer, mais de collecter des preuves pour une démonstration. On peut y voir une intentionnalité ou on peut y voir le reflet d'un sentiment qui est réellement partagé au-delà des catégories sociales. Peut-être que ce sentiment de déclin est une réalité pour beaucoup. Au fond, cette démonstration, comme vous dites, elle repose sur un diagnostic puissant des maux du pays. Le livre capture un sentiment très répandu, celui que le travail n'est plus assez récompensé, que l'insécurité progresse et que l'État est devenu paradoxal. Il est omniprésent avec ses normes, ses taxes, et en même temps il est terriblement absent dans ses missions régaliennes. La protection, la justice, ce ne sont pas des préoccupations marginales, ça. Je ne conteste pas une seconde la réalité de ces angoisses, mais je soutiens que ce diagnostic est absolument indissociable des remèdes politiques qu'il suggère. Chaque problème identifié a son coupable désigné. Les normes excessives, c'est Bruxelles. La concurrence déloyale, c'est le libre-échange. Le désordre dans la rue, c'est le laxisme judiciaire, la culture de l'excuse. Le schéma est toujours le même, et chaque coupable appelle sa solution politique. La souveraineté contre Bruxelles, le protectionnisme contre le libre-échange, la fermeté contre le laxisme. Ce n'est pas un hasard si la conclusion du livre est un appel explicite à une alternance. On est bien au-delà du simple diagnostic. C'est une feuille de route. Mais attends, un responsable politique qui se contente de décrire les problèmes sans jamais esquisser une solution, ne serait-ce pas un peu naïf, voire malhonnête? L'honnêteté de la démarche, ici, c'est justement d'assumer cette dimension politique, de faire le lien entre le vécu des citoyens et un projet de société. Il ne s'en cache pas, et je ne vois pas pourquoi on lui reprocherait. Ah là, j'ai vraiment du mal à vous suivre. Le problème pour moi, ce n'est pas qu'un homme politique propose un projet, c'est son rôle. Le problème vient de la confusion des genres entretenue par la forme du livre et son titre. En s'intitulant Ce que veulent les Français, il se présente comme un constat neutre, un état des lieux objectif,
alors qu'il s'agit de la construction méthodique d'un argumentaire partisan. Il crée une illusion de consensus. Il prend la colère de quelques individus soigneusement choisis et il la présente comme la volonté générale. C'est là que le témoignage bascule et devient un manifeste. C'est un procédé rhétorique habile, mais qui relève de la persuasion plus que de l'information. En conclusion, je dirais que cet ouvrage, même avec ses intentions politiques évidentes, réussit quelque chose d'important. Il donne un corps et une voix aux préoccupations d'une France qui se sent souvent ignorée. En partant du réel, des parcours de vie, il pose un diagnostic qui est sévère mais je crois nécessaire. On ne peut pas écarter ce diagnostic juste sous prétexte qu'il est formulé par un acteur politique. Pour ma part, je retiens une œuvre dont la force narrative est indéniable, mais qui reste avant tout une construction politique. L'auteur utilise une méthode très efficace de sélection et de cadrage pour transformer des histoires personnelles en arguments pour son projet. Il sacrifie la complexité du réel, la nuance sociologique, à l'efficacité de son discours. C'est un livre qui cherche moins à comprendre qu'à convaincre. Notre discussion montre bien cette tension au cœur du livre. Faut-il le lire comme un miroir, enfin tendu, à une France invisible, ou plutôt comme une loupe conçue pour focaliser la lumière sur certains problèmes et projeter une vision politique bien particulière? Exactement. Les témoignages qu'il contient sont puissants, c'est un fait. Mais leur interprétation et leur mise en scène politique, ça reste le point fondamental de notre désaccord. Au final, l'ouvrage lui-même, par sa nature un peu hybride, force le lecteur à s'interroger sur l'usage, parfois ambigu, du récit personnel dans l'arène politique.